Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Xavier Klein, qui est Fab Manager à Bruxelles. Xavier Klein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Fab Manager, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, et vous êtes au Centre d'art numérique IMAL à Bruxelles. Alors, je suis heureuse de parler avec vous parce que j'aimerais que vous m'expliquiez cette évolution, on va dire, des outils peut-être susceptibles d'aider les artistes ou de servir aux artistes. Enfin bref, il faut que vous nous racontiez tout ça. Donc, pour resituer, je travaille à IMAL, qui est un centre d'art à la base dédié aux cultures numériques et à l'art numérique, qui est situé en fait sur le canal de Bruxelles, du côté de Molenbeek, mais c'est à côté du centre. Voilà, donc on est un peu sur des deux côtés du public, entre le public très urbain et culturellement. Je sais pas comment dire, mais enfin voilà, de Bruxelles Centre, et aussi du coup les groupes et aussi de Molenbeek, qui est tristement connu pour ses histoires d'attentats, mais qui est une ville qui regorge de personnes compétentes et sympathiques, que je ne dirais jamais assez. Bien sûr, plus populaire, mais très populaire, mais voilà. Oui. Et donc le centre d'art qui a une portée internationale, qui invite des artistes, donc notamment en ce moment Courtenschlager, qui, pour revenir sur le Havre, a fait une projection en 2017 sur le volcan. Oui. Voilà, et donc ce centre d'art qui s'est agrandi en 2020, donc avant c'était juste un espace d'exposition, et le Fab Lab dont je vais parler après, qui était dans deux espaces séparés, qui maintenant, le centre d'art à Pignon-sur-Rue sur le canal, le Fab Lab est revenu à l'intérieur, et on a un centre d'art cohérent de la taille d'une petite gaieté lyrique, quelque chose comme ça. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ? Et donc un Fab Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est un Fabrication Laboratory, donc atelier de fabrication numérique. D'accord. Qui en fait c'est pas très compliqué. Il y a une charte des Fab Labs qui a été faite par le MIT. Donc en gros, pour être un Fab Lab, il faut réunir certaines conditions, et notamment un parc de machines très précis. Donc on a un espace dans lequel il y a des machines à commande numérique. D'accord. Donc qui sont en fait les imprimantes 3D, la découpeuse laser, la fraiseuse numérique qu'on appelle plus communément la CNC, mais voilà, et la découpeuse vinyle. Ah oui. En plus de ça, on peut avoir des machines. Donc, plus de ça, après, il y a les machines, enfin, pas les machines, mais les outils manuels. On a un atelier avec des scies, des tournevis, des trucs comme ça, pour pouvoir rebosser manuellement après derrière. Parce que les machines ne font pas non plus complètement tout. Oui. Donc, déjà, il faut ce stock de machines dans un espace dans lequel on les pose. Et ensuite, cet espace, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. À tout le monde. Voilà. On peut pas dire. C'est pas un Fab Lab si, par exemple, on disait. Notre Fab Lab qui est dans un centre d'art, c'est juste pour les artistes qui sont en résidence. Entendu. Sinon, ce serait juste un espace de résidence. Oui, artistique. D'accord. Donc en gros, comment y accéder ? On a un abonnement au mois ou à l'année, et une fois qu'on a pris cet abonnement, on peut venir. Bon, en ce moment sur rendez-vous parce qu'il y a coronavirus, mais normalement quand c'est ouvert, on peut venir. Oui. Soit pour travailler sur les machines, soit pour juste travailler ici comme une espèce de coworking. Mais et voilà, et donc c'est 200 € l'année, 45 € le mois, et d'accord. Donc là on est membre. Et là on devient membre du Fab Lab, et on peut venir quand on veut, quand c'est ouvert. Et c'est vous qui les accompagnez et qui les formez. C'est ça. Donc, aux machines. En fait, la seule chose dont je suis tenu vraiment de faire, après ça quasiment que de l'informel, c'est vraiment de former les gens aux machines. Ah oui.
Oui. Comment ça fonctionne, quel type de fichier il faut mettre dans la machine, comment préparer les fichiers, et ensuite tout ce qui est plus comment démarrer la machine, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se brûler, se couper, foutre le feu au Fab Lab. Bien sûr. Les règles de sécurité. Oui, voilà. oui, oui. Mais bon voilà, une imprimante 3D en soi, à faire marcher, faire fonctionner, c'est pas très compliqué. Oui. En 10-15 minutes, on a fait le tour. Par contre, pour à la fois la maîtriser et en fait, ce qui est le plus important après, c'est de faire de la 3D sur son ordinateur. Oui. Et ça, là, moi, j'interviens très peu. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là, Mais les membres, est-ce qu'ils ont des bases? Ça déjà dépend complètement des membres. Il y en a qui sont complètement Il y a des ignorants. gens qui viennent, ils savent même pas installer un logiciel sur leur ordinateur. Ah bah oui, d'accord. Ça, moi, j'aide un peu quand même. Je Oui. suis pas Oui. je suis pas inhumain, mais sinon les 3/4 des gens qui viennent ont une expérience relativement Ouais. peu. Généralement, savent utiliser leur ordinateur, savent dessiner sur l'ordinateur, mais par contre, savent pas utiliser les machines. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Le grande partie, c'est de savoir, c'est vraiment, le grande partie, c'est pas des machines qu'on croise tout le temps, qu'on croise encore assez peu dans les écoles d'art, Mhm. ou alors de manière tellement exceptionnelle qu'en fait. Mhm. Puis c'est pas les mêmes machines tout à fait, c'est pas la même marque, donc de toute façon il faut repasser par une formation. Mhm. Mhm. Et voilà quoi, et du coup n'importe qui peut venir, il se fait former Oui. et il peut produire des choses dans le Fab Lab. C'est ça, mais est-ce que ce membre-là, par exemple, a un projet? Oui Précis. ou pas. Ou pas? Ouais. Pas forcément. Moi mes préférés c'est ceux qui n'ont pas de projet. Ah d'accord. Voilà. C'est ceux qui Ils viennent. ont juste envie d'apprendre C'est ça. à Moi, j'ai utiliser la quelques machine. membres, qui soient artistes ou pas d'ailleurs. Hein. Oui. J'ai un ingénieur qui vient juste là pour bricoler, ça le détend en fait. Ah Et oui, donc il a des idées comme ça, ces idées c'est presque des prétextes à utiliser les machines. entendu. Et voilà, ou alors j'ai d'autres membres qui sont plus des artistes et qui se demandent, bah tiens, ça fait un endroit où venir, c'est pas très cher, Oui, et je vais me former sur la découpeuse laser, et puis quand un jour j'aurai besoin vraiment de ces machines, bah je serai déjà les utiliser, oui, ou alors on expérimente sur des trucs sans lendemain, entre guillemets. oui. Qu'est-ce que ça fait si on découpe des galettes de riz, quelque chose comme Oui, ça, d'accord. pour faire des... Oui. Et qu'est-ce que ça fait si on fait ça? Tiens, je vais imprimer ce genre de choses. Je vais trouver déjà des choses modélisées en 3D juste pour pouvoir utiliser la machine, l'imprimante 3D pour voir ce que ça donne. Oui, Pour en fait, effectivement, il y a certaines personnes qui sont comme ça parce que moi, le premier, je ne fonctionne pas en projet. J'ai toujours fonctionné par le fait de ah tiens, il y a un outil. Si j'apprenais à l'utiliser, et il y a bien des idées qui viendront à cause de cet outil. c'est une exploration. C'est ça. Et qu'il y a des gens qui marchent comme ça et que D'accord. j'essaye d'éviter qu'on focalise sur le mot de projet, Ah oui. qui est de dire qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui arrivent, bon voilà, j'ai besoin de découper ces planches de bois pour faire un meuble pour mon master, ou pour mon client, ou pour mon plaisir. D'accord. Mais mais voilà, ils ont besoin d'une compétence qu'ils apprennent pour pouvoir effectuer Entendu. leur objet derrière. Oui. Ou des artistes qui me disent voilà, j'ai besoin de découper des trucs dans du textile à la découpeuse laser. Voilà, Oui. il y a les deux. Et donc par exemple, on peut devenir membre, mais je peux aussi prendre les gens en résidence, et les gens en résidence justement, je les prends s'ils ont des projets exploratoires. Ah, Quelqu'un c'est qui ça. arrive et qui vient me disant voilà, j'ai déjà tous les plans de fait, j'ai besoin de découper ça pour faire des meubles, et bah tu prends un abonnement. D'accord. Parce que qu'en les fait, résidents, c'est plutôt des artistes là. Les résidences, c'est purement artistique. C'est purement artistique. C'est purement D'accord. artistique. D'accord. Alors après, la notion d'art se déborde sur le design et sur l'artisanat quand même. D'accord. Mais, Oui. mais voilà, et surtout, on est vraiment sur. Je suis pas comment on dit déjà, un truc de start-up, un incubateur de start-up. Oui. Donc, il y a déjà des gars qui sont, des femmes des filles qui sont venues pour faire des prototypes pour ensuite faire des trucs qui vont être vendus et compagnie. D'accord.
Et donc dans certains Fab Labs, ils auraient été plus pris en charge là-dessus. Moi, la prise en charge, c'est pour les artistes. Oui, on reçoit des subsides des différents gouvernements, des différents ministères de la culture de Belgique. Voilà, il faut qu'on les subsides, il faut qu'on les subventions, comme on dit en France, doivent être justifiés par des projets plus artistiques. Donc de toute façon, voilà, on peut le prendre dans tous les sens. Voilà, d'accord, je comprends. Mais le mot projet là que vous récusiez tout à l'heure, il vous semble trop fermé peut-être. C'est ça. Il y a un artiste d'ailleurs qui est venu faire une expo, un groupe d'artistes qui sont venus faire une expo l'été dernier, Nicolas Maigret, et donc il y a un projet qui s'appelle un projet qui s'appelle Disnovation, voilà, qui est passé par le jeu de balle, le jeu de paume, le jeu de balle c'est autre chose. Avant à Paris, ils ont fait aussi des trucs à la Gaieté Lyrique, etc. Donc nous on les invitait pour qu'ils viennent exposer. Et voilà, et moi c'était quelqu'un d'assez fondateur parce qu'il avait un discours justement sur les notions de projet et d'innovation qui ont remplacé en fait les mots artiste et invention. Ah d'accord. Qui en fait, parce que un projet ça permet de rationaliser une invention. Ou de la créativité, enfin voilà. Et l'innovation, pareil, pour l'invention. Avant, l'invention, elle est complètement folle et imprévisible. Et ben, avec l'innovation, non, on invente pour rentrer dans le marché, etc. Non, c'est créativité, je me trompais. Créativité et innovation. D'accord. Et le mot projet est à coller à ces deux trucs-là. Créativité qui a remplacé l'art, enfin la façon d'être un artiste. Ah, c'est ça. Et l'innovation qui a remplacé le fait d'être un inventeur. Et tout ça via des projets. Donc, d'accord. Parce qu'on ne fait pas les choses on ne fait pas les choses de façon gratuite, on fait les choses pour que ça puisse être des projets qui puissent être marketés, subsidiés. Voilà, bien sûr. Et donc, parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient au Fab Lab avec un projet, il vient avec quelque chose qui a un début, une fin. Voilà, et quelqu'un et donc, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas de projet ? C'est pas grave, en fait. Parce qu'ils font de la recherche, généralement. Exactement. Voilà. Et l'esprit est tout à fait différent. L'esprit est tout à fait différent. Donc, par exemple, voilà, les résidents, c'est genre... Le premier qui arrive, genre j'ai pour projet de faire ça, moi ça m'intéresse pas trop. Si on me dit genre voilà, j'ai telle compétence, telle envie. Donc par exemple la prochaine que j'ai, c'est Valentine. Valentine, j'ai oublié son nom de famille malheureusement. Donc qui est illustratrice et qui fait du papier découpé. Entendu. Et qui fait des choses magnifiques en papier découpé. Et qui dit en fait, Xavier, j'aimerais bien essayer en fait d'utiliser ça, mais avec la découpeuse laser. Donc de faire de la découpe de papier, mais avec la découpeuse laser, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Peut-être ça lui apportera rien, mais au moins elle saura utiliser la machine. Ça développe une compétence en plus pour moi aussi, parce que généralement les gens qui font de la découpe laser pendant un mois, ils deviennent assez forts, voire plus forts que sur des trucs très détaillés. Parce que moi sur chaque machine, j'ai des connaissances assez larges. Assez général, on va dire. Entendu. Et en fait, les résidents, ça permet il va généralement se focaliser sur un point qui est généralement en relation avec sa pratique et qui existe déjà. Donc, par exemple, le gars d'avant, David Vleck, il a aussi fait de la découpeuse laser et il fait beaucoup d'impressions classiques à la presse, des choses comme ça. Et il s'est dit, comment est-ce que je pourrais utiliser la découpeuse laser pour créer des tampons, des trucs pour mettre dans la presse et compagnie. Et donc, ça vient par de la gravure, de différentes sortes de bois. Et donc, il a fait plein de tests de gravure sur plein de bois, sur plein de à quelle vitesse, à quelle puissance, etc. Combien de temps ça prend, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Et du coup, moi, j'ai une espèce de référent comme ça, je peux dire, sur ce genre de truc, j'ai quelqu'un en fait qui est plus maintenant plus geek que moi, on va dire. Geek dans le terme, dans le truc un peu passionné extrême. Je suis sur un truc très précis de la découpeuse laser où Elliot Durand, un illustrateur qui maintenant fait des sculptures en impression 3D, qui sur pas mal de trucs, je peux presque déléguer. Donc j'ai un membre qui est membre à l'année en plus, qui était en résidence, qui a pris son abonnement, et qui maintenant, est plus fort que moi. C'est ça. Et c'est beaucoup plus libre aussi. C'est une exploration libre, une inventivité. On n'est pas là, tout à fait ouverte. C'est ça. On n'est pas là pour absolument. Et surtout, moi, si j'avais des résidents qui devaient faire de la production,
Mon boulot serait beaucoup plus différent parce qu'il faudrait que j'arrive en sorte qu'ils arrivent à terminer dans les temps et ce genre de choses. Ah, Ce qui, moi, ne m'intéresse pas. Surtout, oui. enfin, comme je dois gérer des membres, je dois gérer Oui. des résidents, aussi les résidents artistiques d'IMAL, donc, Oui, qui sont différents des résidents Oui. du Fab Lab, oui, qui sont là des gens qui sont plus en production pour le coup. oui. Bon, en gros, j'ai plein de gens à gérer avec plein de trucs différents. C'est ça. Oui. Donc, en gros, si mes résidents à moi, ils me mettaient du stress en plus sur leur deadline ou leur truc comme ça, je m'en sortirais pas. Non, Oui, oui, oui. Mais de toute mais- façon, c'est un centre d'art. Voilà, Donc, c'est un centre d'art. Effectivement, c'est pas une usine de fabrication. Exactement. Et surtout, on n'a pas le scope, on n'a pas la Voilà. grandeur. Oui, Aussi, le Fab Lab, c'était aussi à l'origine, donc quand ça a été créé dans les années 2000, enfin début 2000, fin 90, par Oui. Neil Gersfeld au oui, MIT, donc un professeur de je sais plus trop quoi, mais en tout cas scientifique. oui. Le but, c'était aussi de dire, en fait, on appelle ces machines aussi machines de prototypage rapide. Donc Ah, en gros, on oui. fait un prototype rapidement. Voilà. Parce qu'avant, on pouvait pas. Avant, on avait une idée, on était un inventeur dans son garage, on était là genre, bon, bah, j'ai des plans, Oui, je peux construire un prototype un peu à l'arrache, si c'est possible, avec mon idée. Et puis, après, bah, fallait faire le tour des usines, des entreprises pour qu'ils veulent bien faire Entendez. notre machin, en tout Oui. cas un premier proto pour voir si c'est Voilà. viable, etc., etc. Ah oui, oui. Là, ça permet à n'importe qui, entre guillemets, de venir, de pouvoir faire ses prototypes, de faire des tests aussi avec ses prototypes, etc., avant de lancer une prod. Mais tout ça, voilà, que je parlais tout à l'heure de mon start-upper, là, donc Andreas, Oui. il est venu, il avait une idée, donc c'était Oui. un bureau avec une ventouse qu'on peut ventouser sur la vitre. Ah d'accord. Et comme ça permet de travailler, on peut poser son ordinateur dessus, on peut travailler en regardant le paysage, Entendez. tout en étant debout, donc Ah, d'accord. c'est le truc de bien-être dans Oui. son discours, etc. Et donc Oui. il a prototypé ce machin en imprimant des trucs en 3D, Oui, en imprimant des ventouses en 3D, oui. et en construisant la plaque, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Mhm. ça soit suffisamment stable, ce genre de choses. Donc il y a eu plusieurs prototypes, etc. Et au bout d'un moment, quand il était assez content de lui, Oui. il a trouvé une usine en Chine et ils ont fait le machin, ils ont Ah fait oui, une production d'accord. en Chine. Ah ben Et en voilà. plus, il a sorti ça au moment du premier confinement, donc quand les gens ils télétravaillaient chez eux, ils n'avaient pas envie de Ah, bah, voilà. de regarder leur intérieur toute la journée, ce qui fait que Bien ça a très sûr. bien marché. Ah oui, oui, oui. Et, Oui. Bon, il a dû revenir au Fab Lab pour faire des corrections sur les trucs qu'ils ont fait en Chine, et c'est assez rigolo. Mais Oui. donc voilà, c'est vraiment l'exemple, disons, typique, Oui. disons assez banal du Fab Lab. C'est vraiment quelqu'un qui arrive avec une idée, qui expérimente, qui fait machin, Oui, pour ensuite éventuellement oui, en faire une production plus élevée. oui. Et la production, il va pas la faire au Fab Lab. Mais l'inventeur, là, Neil Gershenfeld, en fait, au MIT, il avait une ambition, en fait, on va dire quoi, de productivité, un peu comme, je sais pas moi, les chaînes dans les usines, quelque chose pour aller plus vite. Bah, c'était surtout pour libérer le fait de libérer en fait. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Ah, Sauf qu'en fait, ils peuvent pas, soit parce qu'ils savent pas, soit parce qu'ils savent pas que ça existe, soit ils ont pas les outils pour, etc., Oui. etc. oui, Plein de gens ont plein d'idées. oui, Ils sont pas forcément les compétences, voilà, pour fabriquer. oui, Genre si on prend un meuble, genre moi j'ai l'idée de faire un meuble. oui, J'ai aucune espèce de début de compétences pour créer un meuble. Bah, dans un Fab Lab, on peut venir et si jamais le seul truc qu'il faut savoir faire, c'est au moins le dessiner, au moins apprendre à le dessiner. Quand On dessine même. son meuble oui. et ensuite, bah, en fait, on met ça dans la machine. C'est la machine qui fait le meuble. Ah, Et Oui, oui, j'ai caricature à mort, mais oui, et une fois qu'on a fait son meuble une première fois, on peut voir ce qui va pas, comme ça va vite. oui. On n'a pas passé 3 jours à faire de la D'accord. menuiserie, etc., Ah, je etc. comprends. Comme ça va vite, Oui, et ben si jamais en fait c'est du design itératif. Donc en gros, ça a pas marché, il y a tel truc, ça c'est pas stable, j'en sais rien. ah, Bah du coup, on refait tout entendu. une partie. Ah oui, ça devient un outil dans le fond merveilleux. Ah bah oui. Ah Mais oui, oui, oui. voilà, ça permet en fait de pouvoir assez vite itérer, faire des tests, voir ce qui va pas, corriger. Et Entendu. donc c'est pour ça que les gens qui viennent à des projets, ils passent presque à côté de tout l'intérêt du Fab Lab en fait. Ah oui. Alors que si on vient faire de la recherche, s'immerger dans les machines, parce que j'ai pas expliqué pourquoi, mais s'il y a les 4 machines qui sont obligatoires, Oui, c'est parce que le Fab Lab,
catchphrase, la baseline, je sais pas comment dire, le slogan des Fab Labs, c'est make almost everything. Donc on peut fabriquer presque tout. D'accord. Donc fabriquer presque tout, en fait, c'est pas juste avec une imprimante 3D qu'on va tout fabriquer. Oui. C'est en mélangeant les différentes machines. Donc on peut imprimer un bout avec la découpe laser, imprimer la bout avec l'imprimante 3D, découper un autre bout avec la découpe laser, et faire un truc en aluminium avec la fraiseuse numérique. Oui. Ah oui. Et on fait ça, et après on met tout, et ça fait un objet qui est composé de plusieurs machines, et parce qu'en fait, pour aller vite, une imprimante 3D, ça imprime en 3D couche par couche, mais en plastique. Donc en fait, on peut avoir des résistances qui sont moindres, mais on peut faire des formes que les autres machines ne peuvent pas faire. Mais on peut aller, et ça peut être un peu long, par exemple. Oui. Donc peut-être que plus tôt, on pourrait peut-être penser. Donc ça. Mais il y a des formes que les autres machines ne peuvent pas faire, parce que c'est vraiment de la 3D en 3D complète. Donc on peut vraiment créer des machines. Là où la découpeuse laser, c'est de la lumière, donc on peut pas vraiment lui dire d'arrêter de découper. Donc on découpe en grave, mais on peut pas dire de faire des. Oui. Et sur des épaisseurs qui sont limitées à 1 centimètre. D'accord. Donc, mais on va beaucoup plus vite. Ça va très très vite, la découpe laser. Et puis c'est très très simple à utiliser. Parce que justement c'est des fichiers 2D, donc en gros, si on sait dessiner, en gros, on peut découper à peu près n'importe quoi. À main levée, dans un logiciel, et puis voilà. Et ensuite il y a la CNC qui elle découpe avec une fraise, donc une sorte de forêt perceuse qui peut aller en fait en translation, et qui elle, du coup on est juste limité par la taille de la fraise. Donc si on veut découper du pain de 3 cm, si on a une fraise qui fait la bonne taille, c'est bon. Et on peut couper aussi on peut couper des choses plus solides aussi. On peut couper de l'aluminium, chez nous jusqu'à de l'aluminium. Entendu. Et voilà. Est-ce que vous faites des expositions après? Alors justement, on est en train de. Le Fab Lab pour moi en fait, donc il a été créé en 2000. Le Fab Lab à IMAL a été créé en 2012. C'est un des premiers Fab Labs de Bruxelles, avec celui de l'université flamande néerlandophone. Et ils sont faits à peu près en même temps, et donc c'était dans un petit local. Moi je suis arrivé à la fin de cette histoire de petit local, et surtout qu'il n'était pas souvent ouvert, c'était pas très accessible. Depuis que je suis là, et aussi parce que du coup c'est le Fab Lab est plus grand et mieux situé, etc. Je considère que ce Fab Lab a 1 an en fait. Même si historiquement il a quand même une histoire derrière qui permet de faire des choses, etc. Je vais pas du tout la nier. Mais en gros, il y a un renouvellement complet de sa communauté, quasi complet. Il reste quand même les 3 qui sont restés. Mais bon voilà, et donc c'est très neuf, etc. Je sais plus du tout vers où je voulais aller. Non, mais ça veut dire que ça s'est étendu, ça a changé de statut, ça a changé aussi d'esprit. C'est ça. À la base, on était sur un esprit beaucoup plus technique peut-être. Non, justement, un peu plus, disons. C'est genre, tiens, on va poser des imprimantes 3D, on sait pas comment ça fonctionne, on les fout là et on regarde ce que ça fait. Voilà. Ah d'accord. Et en plus, à l'époque, les machines étaient beaucoup moins fiables qu'aujourd'hui, donc c'était un peu plus l'aventure. Et donc, ces 2 artistes qui ont, en partie avec Imal et d'autres gens, qui ont un peu créé ce petit atelier dans lequel il y avait ces machines-là, qui a fini ensuite par être ouvert au public et de s'appeler un Fab Lab. Et voilà, mais le truc c'est que ça ronronnait un petit peu. Et quand je suis arrivé, du coup avec le changement de lieu aussi, c'est surtout le changement de lieu en fait, ça s'est agrandi. On a pu ouvrir tout le temps, et surtout avoir une cohabitation entre les artistes et les membres, ce qu'il n'y avait pas avant. Ah oui, ça aussi, ça a l'air très important, les échanges entre les membres et les résidents. Donc il y a plusieurs sortes de personnes qui traînent à IMAL. Donc il y a les membres du Fab Lab, les résidents du Fab Lab, qui déjà au sein du même espace peuvent échanger. Et ensuite il y a les résidents d'IMAL, donc mais de la partie, donc il y a une directrice artistique, Anna Asensio, qui organise des expositions et des résidences de prod ou de recherche, mais qui n'ont pas forcément rapport avec le Fab Lab, c'est plus classique, une résidence plus classique. Bon, ils ont toujours besoin d'un tournevis au minimum à un moment, donc ils viennent me voir, mais l'espace de résidence, par exemple, est vraiment juste à côté du Fab Lab. Donc ça arrive souvent qu'il est, déjà ces résidents viennent quand même voir le Fab Lab parce que ça les intéresse. Donc
Et ça arrive souvent que du coup il y a un membre qui vienne, qui peut être par exemple un jeune d'école d'art par exemple, et qui me dit tiens Xavier, je suis en train de faire ça. Je regarde, je fais tiens, on peut peut-être aller voir le gars à côté là, parce que qui est un artiste un peu plus connu, parce qu'en fait je pense qu'il y a un rapport, et ça c'est vrai. Et il pourrait avoir une discussion intéressante. Puis des fois quand je dis non, ils sont là, oh putain il est là juste à côté. Du coup voilà, et ça permet un peu à n'importe qui de voir, d'aller voir des artistes qui sont en train de bosser, et ça démystifie aussi un peu le truc de l'artiste. Puis ça apprend. Puis voilà. Ça apprend, et pareil, ça stimule. Et après il y a aussi des artistes qui préparent les expos aussi, qui eux sont pas forcément résidents savants, ça peut arriver. Voilà, il y a tout un microcosme qui se crée un peu comme ça, en sachant que aussi on essaye, mais on a pas mal été freiné avec la pandémie, qu'en fait, comme je disais, on est à Molenbeek et on a pendant des années accueilli quand même des groupes. Ils viennent plus en groupe avec leurs animateurs de quartier ou des choses comme ça. Donc des groupes de jeunes de Molenbeek. Je bosse beaucoup avec la maison des femmes de Molenbeek. Donc ils font venir des groupes de femmes qui viennent bricoler avec les machines, faire des. Donc il y a 2 ans, on avait fait une publication avec elle, avec un autre atelier qui s'appelle les Ateliers du Tonnerre. Et là cette année on devait faire des dominos, des choses comme ça, qu'elles avaient dessinées, etc. Mais on n'a pas pu les faire. Enfin voilà, pas mal de groupes du quartier. Il y a beaucoup de maisons de jeunes, de maisons de quartier, des choses comme ça. Il faut venir, on essaie de faire venir les gens, mais et notamment, par exemple, on a un abonnement moins cher pour les gens de Molenbeek, qui est à 100 € l'année au lieu de 200, mais ça vient pas, ils viennent pas. Pas spontanément. Ils viennent pas spontanément. Par contre, dès qu'on l'ouvre une fois on avait fait un repair café. Donc un espace où les gens viennent avec leurs objets cassés, ils peuvent les faire réparer par généralement des ingénieurs à la retraite. Ou des spécialistes. Par exemple, on en avait fait un sur les machines à coudre, qui avait bien marché juste après les premiers confinements, quand les machines à coudre avaient beaucoup tourné. Bien sûr. Et là, j'avais pas mal de gens en fait qui sont revenus. Ah oui, j'étais déjà venu il y a 1 an ou 2 voir le Fab Lab, etc. Du coup là je suis venu parce qu'il y avait ça, tu vois, parce que c'était pas un événement culturel, c'était un événement plus de quartier, et donc ils se sentent plus légitimes à venir. C'était une bonne astuce. Donc voilà, le truc c'est que je continue à vouloir faire ça, mais que par exemple les groupes de femmes, elles peuvent pas venir, donc on peut pas le faire. Donc ça on attend un peu il faut attendre. On attend la fin du confinement, mais voilà. Et vous-même, vous avez fait une école d'art, il me semble. Exactement. Donc moi j'ai fait, en fait à la base. Donc pour les gens qui se disent oh là là mais ce métier ça va forcément un ingénieur qui doit faire ça. Moi à la base j'ai un diplôme qui me sert à faire des livres. Je travaille en maison d'édition et chez les éditions Alia en stage, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite un peu aussi dans du magazine, des choses comme ça. Faire de la mise en page. Et donc j'ai fait Dupéré et Olivier de Serres, qui sont les deux écoles de design à Paris. Si vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est dur d'y rentrer. Et comment je me suis retrouvé à faire ça derrière. Vous aviez aussi une appétence pour les jeux vidéo, il me semble, une grande pratique. Oui, ça explique plutôt mon aisance sur l'informatique. Enfin, mon aisance. Façon de parler, mais. Parce que vous êtes plutôt polyvalent. Oui, c'est ça. En gros, c'est un boulot quand même, Fab Manager, qui demande quand même pas mal de polyvalence et de curiosité et de savoir lire, écouter. Parce que généralement, si une machine fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, il y a sûrement un gars avant sur Internet qui a eu le même problème. Et il faut aller regarder, il faut savoir taper les bons mots-clés sur les moteurs de recherche pour trouver le forum où il y a cet Américain qui a eu le même problème que vous. Et suivant les machines, cette femme âgée du fin fond de la France, parce qu'elle fait du scrapbooking avec cette machine. C'est ça. D'accord. Mais ça veut dire quand même, votre formation, que vous êtes sensible à la création. C'est ça, surtout que
suis sensible à presque. Oui. En gros, c'est effectivement dans les Fab Managers, il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'art parce que les gens qui sont dans les écoles d'art sont généralement formés à être curieux. Oui. Et justement avoir cette pratique exploratoire, à se dire, oui. Et surtout avant dans les écoles d'art avant, même si ça existe encore un peu, mais on apprenait à peindre et on était un peintre. Maintenant, on apprend quand même un peu à tout faire et l'art moderne, donc on n'est pas limité à un médium. Bon voilà, donc même en design graphique, moi j'ai fait du design graphique, donc en fait finalement on est quand même assez limité sur un seul truc. Mais par exemple je suis arrivé là-dessus aussi parce que je voulais pas passer ma vie derrière un ordinateur à faire du InDesign, du Photoshop ou du Illustrator, et qui dit comment est-ce que je pourrais faire autrement qu'en partant dans la sérigraphie comme à l'époque en tout cas, donc en 2010-2012 il y avait pas mal une grosse scission entre les gens qui voulaient rester sur l'ordinateur, les élèves d'école d'art qui restaient sur l'ordinateur, et ceux qui voulaient totalement abolir et revenir plus vers de la sérigraphie ou des choses comme ça. Moi, j'ai arrivé au bon moment où on commençait à être plusieurs, à se dire mais en fait on peut peut-être utiliser l'ordinateur comme un objet artisanal. C'est ça. Et donc par contre, c'est intéressant. Et par contre il faut apprendre à coder, les gars. Voilà. C'est pas... oui. Pas forcément de manière professionnelle. Je veux dire, nous on code des ports. Et peut-être pas en tant qu'ingénieur. Et pas en tant qu'ingénieur. On fait des trucs qui sont très simples, mais ça permet déjà de libérer. En fait une créativité dans le sens qui en fait n'existerait pas. Exactement. Sans les ordinateurs. Et en fait l'ordinateur n'est pas un objet limitatif comme pas mal de gens peuvent penser. Exactement. En termes de création, il peut être un objet complètement qui justement font exploser la créativité. C'est formidable. Merci beaucoup Xavier Klein de toutes ces informations, ces explications. On en avait besoin. Merci bien. De rien. Au revoir. C'était Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Nous nous quittons en écoutant Network de l'album Peer to Peer par World Brain, un groupe germanique. Je vous signale également la belle exposition Exhibit au Tetris à partir du 26 juin jusqu'au 5 septembre 2021. C'est la 4e édition. Vous savez que la création multimédia et numérique qui a ouvert, donc vous venez de le comprendre, de nouvelles voies d'exploration artistique permet à des artistes d'imaginer pour Exhibit un parcours d'œuvres à découvrir dans une exposition grand format et gratuite au sein du Tetris. De même, nous avons accès à un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique, ouvert à tous les curieux, bricoleurs, artistes, citoyens, pour y façonner des objets à partir d'outils à commande numérique. De même sont proposées des rencontres avec des artistes et workshops. Voilà, bonne semaine à vous. N'oubliez pas de consulter notre site, notre page Facebook. Rejoignez-nous, adhérez. Au revoir.
Network.